Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble le processus pour mettre un bien en location avec Jean. Salut Jean. Salut Max, ça va? Yes, ça va super toi? Toujours. Parfait. Alors Jean, est-ce que tu peux déjà te présenter pour savoir qui tu es et si tu es vraiment bien placé pour nous expliquer un petit peu ce processus de mise en location? J'espère, hein, je connais pas tout par cœur, mais un petit peu. Alors je suis l'associé de Max sur B2Bed et je m'occupe principalement de la gestion immobilière. C'est ça. On a aussi la branche patrimoniale, conseiller en gestion de patrimoine. Donc je fais la gestion globale. Exactement. Et là on va parler majoritairement de la gestion immobilière. C'est ça. On a à peu près une centaine de lots à B2Bed qui sont très variés. On fait du nu, on fait de la colocation, donc nu, meublé en colocation, on a fait un peu de courte durée aussi. On fait aussi de l'industriel et tertiaire avec des beaux commerciaux. Et on est à Lyon, mais aussi à Toulouse et en Bretagne. Globalement, là où on se développe au fur et à mesure. Donc on commence à avoir une petite expérience de la gestion. Exactement. Exactement. Donc un processus qui commence à être bien rodé. Et c'est ce processus qu'on va vous partager aujourd'hui. Premier point, première question, première étape, c'est quand mettre le bien en location. Parce que ça, c'est souvent, certaines personnes s'en rendent compte trop tard, mais il faut quand même prendre un peu les devants de temps en temps. Alors, la réponse est très simple. Majoritairement, le plus tôt possible. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que pour rentrer dans la rentabilisation de votre investissement, plus vous le mettez en gestion tôt, en location tôt, plus c'est intéressant pour vous. Ouais. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, donc ça je dis ça majoritairement pour les travaux, etc. Ouais, c'est ça. Cela dit, selon le type de bien que vous louez, la période de mise en location est d'une importance cruciale. Ouais. C'est-à-dire que si vous louez une colocation, vous visez des étudiants ou des jeunes professionnels, on est très soumis à la périodicité des cours de rentrée. C'est-à-dire que si vous louez une colocation au mois de février ou au mois de, on va dire mai par exemple, ça va être très compliqué. Vous pouvez toujours le faire. L'inconvénient, c'est que vous allez potentiellement rentrer des profils individuels, un à un. Et que si vous voulez, dans votre stratégie, utiliser un bail solidaire, un bail collectif par exemple, c'est extrêmement dur à faire quand les personnes arrivent au compte-gouttes. C'est sûr. C'est aussi plus compliqué en termes de gestion. Ouais. Alors que si vous louez en septembre par exemple, et que vous avez, on va dire, une coloc de 4 chambres avec 4 profils qui arrivent d'un coup, et parce que c'est vraiment les moments de rush sur les colocations, c'est là où nous, typiquement, à l'agence, août-septembre, on se fait exploser. Ouais. Et ça arrive très souvent qu'on fasse une visite, on loue 4 chambres, un groupe, en une visite. Ouais. Donc c'est quand même vachement moins contraignant, vachement plus facile en termes de mise en location, etc. C'est clair. On peut potentiellement faire un bail solidaire parce que les gens se connaissent, les gens sont dans leur rush, etc. Donc ils sont capables de le faire. Alors que si vous louez un peu au compte-gouttes, déjà c'est vachement plus de travail parce qu'il faut faire plusieurs visites, etc. S'il y a 4 chambres, il faut peut-être faire 4 visites, enfin voilà. Et faire des baux solidaires dans ce cadre-là, c'est très compliqué. Maintenant, sur les autres types de locations, que ce soit des locations nues, des locations meublées plus classiques sur des studios et autres, ou de la courte durée, la période importe un petit peu moins. Sur la courte durée, typiquement, si vous savez qu'il y a un gros événement à venir, que ce soit par exemple les fêtes de Bayonne, la fête des Lumières à Lyon, ou des choses comme ça, ça peut être une deadline à respecter pour ne pas louper, entre guillemets, le bon moment, mais vous arriverez quand même toujours à louer. Et sur des locations nues ou plus classiques de meublé, la période importe un petit peu moins. Il y a toujours un peu plus de rotation sur les périodes de septembre, sur les périodes de mai, etc. Mais potentiellement, vous pourrez toujours arriver à louer. Ok. Et il y a aussi cette notion au tout début que tu disais, le plus tôt possible, c'est valable dans la phase d'acquisition, on va dire. Par exemple, si nous, on a beaucoup d'investisseurs, du coup, ils sont en phase d'acquisition. Quand on a une date de fin des travaux qui se rapproche à 2 semaines, 1 mois à l'avance, c'est bien de commencer le plus tôt possible à le mettre en location en disant voilà, le bien ne sera pas disponible avant telle date, mais commencer à pré-commercialiser ça. Et même, comme tu disais aussi, la notion, notamment pour les étudiants, est importante au niveau des rentrées. Des fois, si vous pouvez que louer juste après la rentrée, c'est pas dérangeant de le commercialiser pendant la rentrée en se disant là vous pouvez prendre une option pour dès qu'il sera livré le 15 octobre par exemple. Donc oui, c'est pas directement la rentrée, mais des fois des personnes vont accepter de le prendre aussi à ce moment-là. Ça nous est arrivé de louer des chambres avec des appartements en travaux. Voilà, exactement. Et là, c'est l'idéal, entre guillemets, si vous êtes short en timing, vous louez, vous mettez en location. Si vous avez, par exemple, des visites 3D qui ont été faites par un architecte ou autre, vous pouvez les montrer. On a fait, nous, des visites
physique sur place avec des qui candidats arrivera, alors que c'était en travaux et ça n'a pas empêché de louer. Exact. Au contraire. Alors là, par contre, il faut être sûr de ce que vous annoncez en termes de date d'aménagement. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est vraiment la contrainte. Ouais. Si vous voulez respecter le timing et vous dites, je vais éviter de mettre ma colocation, par exemple en mai ou en juin, et que vous êtes dans une zone potentiellement touristique, vous pouvez toujours faire un bail mobilité, qui est du coup de la courte durée, on sait exactement quand est-ce que ça s'arrête, ou de la courte durée durant cette période. Ouais. Pour récupérer votre appart durant la phase d'été et pouvoir le mettre en location à plein en septembre. C'est ça. Et comme ça, vraiment fixer des locataires pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et un groupe en même temps, comme ce que tu l'avais dit tout à l'heure. Ok, super. Donc là, on part du principe que tu as mis les logements disponibles. Comment maintenant est-ce que tu fais pour trouver et pour sélectionner les bons locataires? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des bons, des moins bons. Là, en l'occurrence, il faut trouver des bons locataires. Alors, déjà pour trouver, sur tout ce qui est diffusion d'annonces, il y a beaucoup de choses qui marchent. Ouais. Le grand classique, c'est le Bon Coin, qui reste une valeur sûre, quasi un incontournable, C'est clair. qui marche bien, il n'y a rien à dire. Pour tout ce qui est colocation, il y a la carte des colocs, qui est le site en vogue pour la colocation. C'est clair. Donc, je recommande vraiment la carte des colocs. Qui a plus l'avantage d'être géolocalisé. Alors, le Bon Coin, c'est toujours une galère pour ça. La carte des colocs, c'est vraiment géolocalisé. Ça marche très bien. Il y a un truc qui peut être utile aussi, c'est les groupes Facebook. Ouais. Il y a pas mal de groupes Facebook, notamment dans les grandes villes, sur je cherche un appart, etc., je quitte mon appart, etc. etc. Ouais. L'autre outil qui est très utile, notamment pour les colocations, c'est les colocataires. C'est-à-dire que souvent, ça nous arrive de « Ah bah tiens, il y a lui qui part, mais attendez, j'ai un pote qui arrive, est-ce que machin ?» Et souvent, entre eux, ils trouvent eux-mêmes des locataires. Surtout si la colocation est de qualité. Surtout si la colocation est de qualité, bien sûr. Clairement. Et à prix raisonnable, etc., tout à fait. etc. Ça, c'est important. Donc ça, je dirais que c'est les 4 outils les plus utiles pour tout ce qui est mis en location. Après, je parle pas de la LCD, parce que la LCD, vous connaissez tous les Airbnb, etc. On peut aussi le faire via le Bon Coin. Pour de la moyenne durée, notamment de la semi-courte durée. Voilà. Donc ça, c'est à peu près les sites qu'on utilise le plus. Après, il y en a quelques autres, mais qui fonctionnent aujourd'hui un petit peu moins quand même. Ok, intéressant. Et du coup, tu as fait paraître cette annonce, tu reçois des dossiers. Est-ce que tu fais visiter à tout le monde? Est-ce que tu as une présélection avant? Une fois que tu as déterminé qu'une personne ne le veut, comment est-ce que tu fais pour être sûr qu'il est compatible? Quel est un petit peu le processus? Alors, il y a plusieurs étapes à ça, et il y a surtout plusieurs conditions. Okay. La première condition, c'est est-ce que l'appartement est déjà occupé? Ou souvent, si l'appartement est occupé, les visites peuvent être faites par les personnes sur place. Ouais. Les autres colocataires. Les autres colocataires. Donc la première étape, c'est la réception du dossier. On va venir là après. Mais la première étape, c'est la réception du dossier. Ou de la demande. Parce qu'en général, on ne reçoit pas un dossier, on reçoit une demande en disant « bien m'intéresse ». Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a, avec l'agence, on a mis en visite 360 l'ensemble des appartements qu'on a. Donc on vérifie avec la personne que sur la visite 360, avant de déplacer les montagnes, etc., l'appartement corresponde. Donc ça déjà, ça permet de faire un énorme tri. Et moi je vous recommande vraiment de mettre en place ça. C'est pas bête, parce que ça nous gagne un temps qui est extraordinaire. Franchement, c'est une révolution chez nous. On a été aidés notamment par les confinements, etc., sur cette transition. Et ça a été, c'est génial pour nous. C'est clair. Mais ça fait pas tout. Nous, ce qu'on essaye toujours de faire, c'est d'obtenir le dossier avant de faire les visites physiques, ou en tout cas avant de déplacer. Les gens n'acceptent pas toujours, parce qu'ils ont le droit, entre guillemets, à cette étape de refuser de nous fournir un dossier. Bien sûr. Parce qu'on a eu des contacts avec des gens qui ont peur sur l'usurpation d'identité, ou qu'on ne soit pas une vraie agence. Il y a eu beaucoup d'arnaques sur des gens qui demandaient des pots de garantie, qui demandaient des dossiers, etc. Et en fait, il n'y a rien derrière. Donc les gens peuvent être frileux à cette étape-là. Le fait, nous, d'être une agence, on a pignon sur rue, entre guillemets, on arrive assez fréquemment à avoir les dossiers. On préqualifie les dossiers. On va considérer que dans 95% des cas, on a les dossiers. Donc on préqualifie les dossiers. Donc là, ce qu'on regarde, principalement, c'est le statut de la personne. Donc est-ce que c'est un étudiant? Est-ce que c'est un travailleur? Etc. etc. Si c'est un étudiant, il faut absolument son justificatif de scolarité. Certificat de scolarité, c'est ce qu'on appelle. Si c'est un travailleur, on demande les contrats de travail et les 3 dernières fiches de paye. Comme ça, on est à peu près sûr. On demande aussi le dernier avis d'opposition. Donc là, ça dépend. Si c'est un étudiant, en général, il n'en a pas. Donc ça ne sert à rien de lui demander. Mais si c'est un jeune travailleur, il peut en avoir. Donc globalement, on leur demande ces pièces-là et on demande après les garants.
les garants, ça dépend des circonstances. Donc le garant, on demande à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire 3 dernières fiches de paye, l'avis d'imposition, enfin on va revenir sur les pièces de toute façon, il faut venir après. Mais globalement, on essaye de récolter toutes ces informations-là et on vérifie que le dossier soit passable. Donc ça dépend aussi vis-à-vis du propriétaire et du montant du loyer. Si le dossier est OK, on organise une visite. Donc soit c'est nous qui nous déplaçons sur place, soit on fait des visites en visio, c'est-à-dire qu'on se déplace quand même sur place pour montrer en visio. Parce que ça permet à la personne de dire « Attendez, j'aimerais voir ça, j'aimerais voir ci, j'aimerais... » Ce qu'ils ne peuvent pas faire quand c'est une visite virtuelle. Bien sûr. Donc on essaye quand même de se donner ce service-là pour éviter les déçus et les rotations du coup. Parce que le problème c'est que si les gens n'ont jamais vu, même si c'est du 360, potentiellement ils peuvent être déçus par quelque chose qu'ils n'ont pas vu sur 360, alors que quand on fait les visites en visio, ils voient plus de choses. Et ça permet de décrire au fur et à mesure. Sinon on fait des visites physiques, sinon c'est les colocataires présents qui font les visites. Exact. Quand il y a des colocataires déjà présents, on essaye toujours qu'ils soient présents lors des visites, que ce soit nous qui les fassions ou eux, pour avoir le retour. Et éviter de mettre effectivement un verre dans la pomme, entre guillemets, et que ça pourrisse une colocation et que du coup les gens partent et que ça se passe mal et que l'appartement se dégrade, etc. etc. Donc on prend toujours en compte l'avis des colocataires présents. C'est-à-dire que si nous on n'était pas présents lors de la visite, on les appelle en disant voilà, comment est-ce que vous l'avez ressenti ? Est-ce que le fit s'est bien passé, etc. etc. Donc ça c'est important pour éviter que la colocation se dégrade. L'ambiance de la colocation se dégrade. Si tous ces points-là sont validés, alors les propriétaires ça dépend, il y en a qui nous demandent de recevoir les dossiers, il y en a qui nous demandent pas, qui nous font confiance, etc. etc. Si tout ça est validé, après on valide le dossier en fonction de la durée que la personne souhaite rester. Donc typiquement on sait qu'un Master 2 qui vient pour 6 mois, c'est pas la même chose qu'une personne qui rentre en école d'ingé pour 3 ans. C'est ça. Donc forcément ça joue. On essaie de prendre des personnes qui restent le plus longtemps possible. Bien sûr. Alors pour revenir sur les pièces justificatives, donc pour le locataire, s'il est étudiant, c'est certificat de scolarité et pièce d'identité. En fait, il n'y a pas grand chose d'autre à demander, c'est assez simple. S'il est professionnel, on demande toujours pièce d'identité. De toute façon, la pièce d'identité, on la retrouve partout. C'est sûr. Donc pièce d'identité, on demande toujours le contrat de travail, les 3 derniers bulletins de paye et l'avis d'imposition. Voilà, comme ça on est sûr. Comme ça on est tranquille. Pour les garants, si la personne a des garants, on demande systématiquement pièce d'identité, 3 derniers bulletins de paye, avis d'imposition, potentiellement la taxe foncière. Pour s'assurer que si notamment c'est des gens qui vivent de leur patrimoine, on a besoin de connaître leur patrimoine, enfin un minimum. Exact. Voilà pour ça. Si jamais la personne n'a pas de garant et qui vous propose notamment la garantie Visal, qui est une garantie proposée par Action Logement, qui est une garantie qui marche. Vraiment, voilà. Mais on vous montrera dans la formation comment fonctionne Visal. Ça marche. En fait, il faut aller vérifier que la garantie Visal soit valide, qu'elle couvre bien le loyer. Et dans ce cas, une fois que vous avez fait ces démarches-là, mais on reviendra dessus de façon d'information, vous pouvez considérer que la garantie, son garant est valable et du coup, il n'y a pas de souci. Une fois ça fait, on rédige le bail. On reviendra de toute façon sur la rédaction du bail. On rédige le bail, on le fait signer. Alors aujourd'hui, nous à l'agence, on fait tout signer numériquement, c'est quand même vachement plus confortable. Si jamais vous ne le pouvez pas, soit vous faites par courrier ou par mail, enfin voilà. Nous, on fait maintenant signature numérique. Et vous définissez la date d'entrée dans les lieux. Et à ce moment-là, on part sur la phase entrée dans les lieux, état des lieux, etc. Ok, super. Ok, très bien. Sur la rédaction du bail, donc c'est vrai qu'on ne peut pas prendre le temps de tout lister, de tout le déterminer, enfin analyser un bail. Par contre, il y a quand même un minimum d'informations légales. Est-ce que tu peux nous en lister quelques-unes? Alors, les points clés qu'il faut retenir dans le bail, c'est qu'effectivement, il faut du coup vous lister, vous, en tant que bailleur, avec des informations, notamment nom et adresse, qui sont obligatoires. Il faut lister le ou les locataires, selon le type de baux que vous utilisez. Il faut bien choisir le type de bail. Est-ce que c'est du nu? Est-ce que c'est du meublé? Est-ce que c'est de la colocation meublée avec clause de solidarité? Ça, c'est très important. Ensuite, ce qui est important, c'est de mentionner, vous devez mentionner l'ensemble des éléments de l'immeuble et de l'appartement. Donc l'immeuble, par exemple, les dates de construction, le type de chauffage, collectif, individuel, etc. etc. Vous devez mentionner sur votre appartement les superficies. Si jamais c'est de la colocation, vous devez mentionner, si par exemple vous faites un bail et vous attribuez une chambre à un colocataire, vous devez mentionner la chambre qui lui est attribuée, la superficie de cette chambre, ainsi que les mètres carrés communs. Pour
Donc ça, il n'y a pas de souci etc., etc. Exact. Donc ça, c'est très important. Ensuite, sur la partie charge, extrêmement important de lister les charges qui sont incluses. Parce que ça, c'est des questions qui peuvent revenir. Alors, si vous faites les charges minimales qu'on a vues dans la précédente vidéo, type copro, taxe d'enlèvement des ordures ménagères et taxe d'habitation, etc., ça, c'est des choses qui sont par défaut. Ouais. Mais si vous rajoutez électricité, internet, eau, etc., qui sont par exemple pas comprises dans les charges de copro, vaut mieux les lister. Comme ça, au moins, la question ne se pose pas et c'est clair pour tout le monde. C'est sûr. Il faut mentionner si c'est du forfait ou la provision. Ouais, exact. La chose très importante qu'on a vue aussi, c'est tout ce qui est loyer. Il faut mentionner le loyer, mais il faut aussi mentionner le loyer du précédent locataire. Pour voir qu'il n'y ait pas justement d'évolution excessive entre les deux loyers. Ouais. Et il faut mentionner, et ça je vous le recommande, mais vraiment systématiquement, alors en général c'est inclus, c'est l'indexation du loyer, l'augmentation du loyer, avec l'indice de référence de la période. Ouais. Donc vous mentionnez l'indice de référence de la période et vous mentionnez à quelle date le loyer sera révisé. Donc en général on écrit le mois et l'année, et en fonction de l'évolution de l'IRL, l'indice de référence des loyers, on fait augmenter ou pas le loyer. Okay. Donc une fois qu'il y a ça, après je dirais que le reste des clauses sont des clauses plutôt standards, sur les nuisances, etc. Oui, etc. Donc voilà, il n'y a pas trop de différence. La seule différence, si vous passez par une agence, c'est de mentionner si vous souhaitez garder les dépôts de garantie, ou que ce soit l'agence qui les garde pour vous. Okay. Ça, voilà, c'est à vous de voir en fonction d'eux. Et puis voilà. Ok, super. Après, de toute façon, il faudra vraiment qu'on aille dans le détail, mais on ira dans la formation, on prendra un bail, chapitre par chapitre, pour analyser quel est l'impact de tel ou tel chapitre, est-ce qu'il faut le mettre ou pas. Voilà, les paragraphes peuvent être utiles ou non. Oui, c'est sûr. Ok, super. Donc, cette phase du bail est finalisée. Maintenant, les personnes rentrent dans les lieux et là, il faut faire l'état des lieux. Ouais, c'est ça. C'est la partie fun. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la partie fun. L'état des lieux, la seule recommandation que j'ai, c'est soyez le plus précis possible. Ouais. Parce que ça peut très bien se passer, comme ça peut mal se passer. Les problèmes n'ont jamais lieu à l'entrée. Ça, c'est sûr. Donc, ne vous faites pas avoir par l'apparente simplicité d'un état des lieux d'entrée. Le problème va être à la sortie. S'il y a des dégradations et que vous dites au locataire je te retiens le dépôt de garantie, et que le dépôt de garantie, il y en avait pour 600, 900 euros, croyez-moi que le locataire il va vous dire t'es gentil, mais c'était pas du tout mentionné dans l'état des lieux d'entrée, donc non, je suis pas d'accord. Donc c'est là où c'est extrêmement important et critique de faire des états des lieux. Faites des photos. Plein de photos. À fond. Tu me disais que la politique de B2B, c'est plus de 50 photos dans... Ah on en est vite à plus de 50 photos quand on fait des états des lieux, etc. Et on essaye vraiment de tout noter pour être le plus carré possible. C'est ça. Tester le fonctionnement des appareils électriques. Ouais, donc tester les lumières, tester les prises, tester le four, le micro-ondes, tester tout ce qui est plomberie. Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, etc. etc. L'eau chaude aussi. Eau chaude. C'est vraiment des trucs importants parce qu'après vous allez être embêté. Autre point, et ça c'est systématique, c'est les joints. Les joints sont de la responsabilité du locataire. Donc je vous recommande d'écrire systématiquement si les joints sont propres ou pas. Et vous allez voir que dans dans 9 cas sur 10, les locataires ne refont pas les joints. Nous, ce qu'on fait systématiquement pour préparer l'état des lieux de sortie, c'est qu'on envoie un récap de tout ce qui est à charge du locataire. Mais bon, ça c'est pour la sortie. Restons sur l'entrée. Donc globalement, un état des lieux, vous pouvez prévoir à minima 1 heure, voire 2 heures sur un état des lieux. Si vous voulez vraiment faire un truc propre, carré, qui vous évite après tous les soucis que vous pouvez avoir à la sortie. Nous, on fait aujourd'hui des états des lieux numériques à l'agence, ce qui nous permet de justement prendre les photos en même temps qu'on écrit l'état des murs, des sols, etc., etc. Et après, on signe numériquement l'état des lieux qui est envoyé à tout le monde après signature. Voilà, l'état des lieux, c'est une étape qui est vraiment cruciale dans la mise en location. C'est à ce moment-là où vous pouvez vous assurer une location tranquille au moment de la sortie. L'état des lieux, c'est le moment où vous donnez les clés et c'est le moment aussi où, au plus tard, vous récupérez l'assurance. Voilà, habitation, à moins que vous ayez décidé de prendre l'assurance pour vous. Alors l'assurance, on n'a pas reparlé là, regardez la vidéo précédente, mais globalement, c'est l'assurance habitation du locataire. Ok, super. Donc maintenant, l'état des lieux fait. On va aussi faire une petite parenthèse sur les aides qui reviennent régulièrement. Est-ce que je dois accepter ou non de prendre les APL ou diverses autres aides? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rapidement lister, enfin tu vas rapidement lister les avantages, inconvénients, du coup,
de ces aides? De toute façon, les aides, très simplement, en général, c'est les APL. Il n'y a pas beaucoup d'autres aides, si ce n'est dans le cadre de logements conventionnés ANA ou de Pinel, etc., où là, vous vous retrouvez dans des situations avec des plafonnements, des machins, etc., mais qui sont liés, c'est très particulier. Globalement, la seule aide à laquelle vous allez être confronté, si ce n'est le garant qui peut être Visal, mais voilà, c'est les APL. Donc globalement, ça, c'est une fois l'état des lieux fait. Alors, ça arrive très souvent qu'on nous demande avant d'entrer dans les lieux en disant est-ce que votre logement est éligible à APL. Il n'y a pas beaucoup de raisons qui justifieraient qu'un logement ne soit pas éligible à APL, si ce n'est justement si c'est du Pinel, enfin tous des programmes spécifiques de défiscalisation ou autre qui fait que vous êtes hors champ APL, mais un appartement classique en général est éligible aux APL. Donc en fait, quand les personnes rentrent, en général, quelques jours après être rentrées, ou semaines, ils vous demandent est-ce que vous pouvez me donner le justificatif APL. Donc en fait, ça c'est un CERFA. En général, c'est eux qui vous l'envoient d'ailleurs, parce que étant en contact avec les APL, ils vous l'envoient. Donc c'est un CERFA, c'est le 10-842. Voilà, on peut en parler des chiffres. Qui en fait vous permet de remplir pour dire je suis bien le bailleur, j'ai tel locataire, etc. Si c'est un studio, un T2, enfin si la personne est toute seule, vous mettez, mais par contre si c'est une coloc, il faut mettre le nombre de chambres et le montant total du loyer. Même si vous avez un bail individuel. C'est ça la spécificité. Bail individuel, bail collectif, peu importe, vous mettez toujours le total, parce que les APL réduisent un petit peu quand c'est des colocations. Donc vous remplissez ce formulaire, vous le renvoyez au locataire qui lui après se débrouille avec la CAF. L'option que vous avez, la question qu'on a très régulièrement, c'est que vous avez la possibilité d'encaisser directement l'aide de la CAF. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage d'encaisser directement l'aide, c'est que si jamais par exemple le locataire ne vous paye plus, sa partie à lui, et ben vous encaissez quand même l'aide de la CAF. C'est-à-dire que vous vous retrouvez potentiellement pas avec 0 de loyer. Je dirais que c'est le seul avantage. Je pense aussi. Je dirais que c'est le seul avantage. L'inconvénient que ça peut avoir, ou les inconvénients que ça peut avoir, c'est vous vous retrouvez en contact avec l'administration. Alors, sincèrement, la plupart des retours qu'on a, c'est que ça se passe quand même relativement bien. Mais bon, voilà, c'est du temps, si vous voulez ne pas avoir à gérer ça, c'est plus ça. Est-ce que vous êtes prêt à le gérer ou pas? Si vous ne voulez pas avoir à le gérer, il vaut mieux laisser le locataire prendre son aide. Le seul risque, c'est que si jamais il ne paye pas, il peut ne pas payer du tout. Alors que si vous la touchez, vous la touchez en direct. Donc voilà, nous globalement à l'agence, on ne touche pas les aides de la CAF, on laisse les locataires prendre leurs aides, et voilà. Mais aussi parce qu'on a très peu d'impayés. Donc ça c'est un peu ce qu'il faut décider au moment où vous remplissez le formulaire de la CAF. Mais c'est assez facile, dans la formation on fera quand même un point dessus, mais c'est assez facile, il ne faut pas avoir peur de ce formulaire, c'est plutôt simple à remplir. Maintenant on va faire une petite transition sur les impayés, c'est vrai que tu as commencé à en parler un petit peu. Comment concrètement gérer les impayés? C'est quelque chose qui fait très peur en France, du coup, surtout quand on investit dans l'immobilier, c'est les impayés, parce qu'on a toujours entendu l'oncle ou la tante qui avait une connaissance qui n'a pas été payée. Comment concrètement on gère les impayés? Alors, moi je vais vous parler de notre vie en tant qu'agence. En tant que particulier, je pense que vous pouvez le gérer un petit peu différemment. Même s'il faut être prudent. C'est-à-dire que si vous avez une extrêmement bonne relation de confiance avec des locataires, je pense que vous pouvez avoir un peu plus de souplesse. En proposant des échéanciers, en disant bon allez ce mois-ci, on s'arrange, etc. Tu me payes en 2 fois, etc. Faut être prudent. Mais c'est possible. Parce que vous pouvez aussi avoir des gens de parfaitement bonne foi qui ont juste des difficultés passagères. Donc ça, c'est à prendre en compte. Nous, en tant qu'agence, on n'a pas les mêmes relations. Et pour nous, le point clé, on a un taux d'impayé qui est proche de 0, pour dire 0. Parce que, au contraire, on ne laisse pas dériver les situations. Globalement, le process qu'on suit, c'est que 15 jours après, on fait des relances régulièrement, il y a la date de paiement, et tous les 3 jours, il reçoit un email de relance. Au bout de 15 jours, email plus appel. Et globalement, toutes les semaines, on appelle pour se dire t'en es où. Au bout de 15 jours, on envoie un recommandé, qui est une première lettre de relance, en disant voilà, suite à nos appels et nos emails de relance, là c'est vraiment pour marquer le coup. Donc on envoie un recommandé. Dans ce recommandé, il y a juste un rappel des échéances à payer. C'est très simple. Au bout de 25 jours, on envoie un deuxième courrier de rappel, en disant voilà, on vous a envoyé un premier courrier, on vous envoie un deuxième courrier, merci de nous informer, de nous tenir informés, etc.
Et là, je dirais qu'on fait un petit peu au cas par cas. D'accord. C'est-à-dire que si on sent que la personne en face fait l'autruche, on n'hésite pas à mandater un huissier, très rapidement. Ok. C'est parce qu'on préfère ne pas laisser pourrir les situations. Vous ne pouvez pas envoyer un huissier comme ça. Ouais. En général, il faut toujours faire des recommandés, faire des appels, etc., etc. Justifier que vous ayez mis en place un process pour vous permettre d'essayer de récolter cette échéance qui vous est due. Et voilà. Donc globalement, on informe aussi toujours le propriétaire. Oui. Parce que dans les recommandés qu'on envoie, on copie le propriétaire. Comme ça, il sait ce qui se passe. Et selon l'échange qu'on a avec le locataire, soit on essaye de s'arranger, soit on fait appel à un huissier. Quand on ne le sent pas, on fait appel à un huissier. Et moi, je vous recommande vraiment de le faire. La fois où on a fait appel à un huissier, depuis, le locataire paye avec 1 mois d'avance. Ok. Ça a dû le secouer et il paye maintenant systématiquement avec 1 mois d'avance. Un huissier, sincèrement, coûte pas si cher que ça par rapport à la tranquillité d'esprit qu'il vous apporte. Et vous pouvez être serein au moment où vous avez fait appel à un huissier. Ça ne veut pas dire que tout sera réglé. Potentiellement, la personne va dire merde, et puis si vous êtes en période hivernale ou si c'est une personne qui est en situation de dépendance ou une maman toute seule avec ses enfants ou un papa tout seul avec ses enfants, ça ne va pas régler tous les problèmes. Mais au moins, vous pouvez vous dire que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et si vous suivez ce process, dans 80% des cas, ça va régler les problèmes. Excellent. Donc moi, ma seule recommandation, c'est d'avoir un process qui soit carré, d'avoir de nombreuses relances et ne pas attendre. C'est-à-dire que si vous sentez que ça commence vraiment à dériver, eh ben vous faites appel à un huissier. Le coût d'un huissier, alors c'est en fonction du loyer, mais le coût d'un huissier est pas si important que ça. Donc pour moi, il ne faut pas hésiter. Et une fois que l'huissier est rentré dans la danse, après, vous êtes quand même plus serein sur le fait que c'est géré quand même par un professionnel. C'est son métier, il fait ça tout le temps. Donc là, vous êtes à peu près tranquille. Et si jamais la personne est vraiment une personne à difficulté, et ben plus tôt vous avez fait appel, et ben finalement moins d'échéances il y aura à courir qui vous sont dues. Alors que si vous attendez 3 mois, 6 mois avant de vraiment passer les étapes, et ben les échéances s'accumulent et finalement ça fait des montants énormes. Et la personne, plus elle a d'échéances, et moins il y a de chances qu'elle vous paye. Alors que si tout de suite vous tapez fort, potentiellement l'échéance n'est pas énorme. Il y a 1 mois de retard. Voilà, vous pouvez toujours discuter, on divise par 6, il y a 600 € de loyer, on divise par 6, ça fait 100 € par mois, c'est rattrapable. Exact. Alors que si vous attendez, à un moment, c'est tellement plus rattrapable que la personne, vous êtes sûr qu'elle vous payera jamais. C'est trop tard. C'est trop tard. Quand il y a 6000 balles d'arriérés, comment voulez-vous qu'elle paye? Donc la réactivité, ne perdez pas de temps. Soyez carré et faites-le. Vraiment faites-le. Super. Et du coup, à partir de ce moment-là, comment faire sortir un locataire qui est dans cette situation-là si vraiment il ne veut pas payer? Alors là, faire sortir un locataire Alors on va étudier après les cas pour sortir un locataire dans des conditions normales. D'accord. Là, dans les conditions de faire sortir un locataire, de toute façon, là, souvent, ça passe en justice. Et ça dépend beaucoup de la situation de la personne. C'est-à-dire que si vous êtes en période hivernale, en général, vous êtes coincé. Si c'est une maman toute seule avec 2 enfants, c'est compliqué. Maintenant, si c'est une personne qui gagne un salaire, qui est pas en période hivernale et machin, potentiellement, ça peut aller plus vite. Mais là, je vous dis, souvent, l'huissier, déjà, peut faire un gros travail. Mais là, faut prendre en compte que faire sortir quelqu'un qui est dans une situation, je dirais, complexe, ça peut prendre 1 an et demi quand même. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça que plus tôt vous le commencez, et plutôt vous démarrez ce compteur dès 1 an et demi. Alors ça peut être plus court. Oui, et comme on disait aussi juste avant, c'est B2B, pourtant on a plus d'une centaine de lots en fait en gestion et il n'y a quasiment pas d'impayés, ou dès qu'il y en a, c'est juste des retards, c'est même pas réellement des impayés. Au total, sur toutes les années et tous les lots qu'on a eu, on a eu un impayé où on a fait appel à un huissier. Voilà. Donc ça reste anecdotique, c'est un des points qui fait les plus peur, mais un des points les moins courants qui peut arriver dans l'immobilier. Alors ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais, ça peut arriver et c'est très désagréable, mais voilà, un petit peu l'idée du process. Après, la vraie recommandation qu'on peut faire, c'est la garantie de loyer impayé. Aussi, voilà. Parce que vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de prendre des garants, vous avez la possibilité de prendre une garantie visale, et vous avez la possibilité de la GLI, ce qu'on appelle la garantie de loyer impayé, qui n'est pas utilisable partout. Donc, typiquement, les colocs, en général, vous ne trouvez pas de garantie de loyer impayé. Parce que, étant donné que c'est 2, 3, 4, 5 profils, etc., les assurances, en général, fuient ce genre de cas.
Mais la garantie un loyer impayé, ça coûte 2,5%, ça dépend des assurances, des loyers, et ça peut vraiment vous sauver la mise. Si vous avez un parc immobilier qui est lourd, un impayé ne va pas vous handicaper, ça ne va pas vous tuer. Si maintenant c'est votre premier investissement et que vous êtes un peu comme ça, et que si vous n'avez pas le loyer, vous serez incapable de payer le crédit, prenez une GLI. Ouais, clairement. Franchement, la question ne se pose pas. Ce n'est pas les 2,5% qui vont mettre à plat votre projet, et au moins vous êtes serein. C'est clair. Donc ça, c'est une des options aussi pour prévenir les impayés. Ok, super. Maintenant, comment faire la sortie d'un locataire? Donc on va dire que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'impayé ni de retard d'impayé, mais on arrive au terme du contrat, le locataire commence à envoyer sa dédite. Comment du coup se passe concrètement la sortie? Alors, la sortie d'un locataire, en général, ça se passe alors, selon les zones. Typiquement, les zones tendues, il a 1 mois de préavis, les zones non tendues, en général, c'est 3 mois. Donc, il vous envoie sa dédite. Ok. Il vous envoie sa dédite, vous recevez la dédite, pas de souci. Bien penser à proratiser le mois de loyer, sachant que la dédite est prise en compte au jour de première présentation chez vous. En recommandé, c'est toujours en recommandé. Donc c'est au jour de première présentation chez vous. Donc si vous envoie le recommandé un samedi et que vous le recevez un lundi, la date, c'est la date du lundi. C'est ça. Mais si vous allez le récupérer le lundi prochain, c'était le lundi d'avant que ça. C'est la première présentation. Parce que c'est pour éviter les gens qui font traîner d'aller chercher un recommandé. Ou qui ne peuvent pas, ça arrive. Mais, voilà, donc c'est bien ça à prendre en compte. Donc on va prendre le cas du 1 mois. Donc vous avez 1 mois avant la sortie du locataire. Nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on envoie au locataire un courrier, un email en général, mais dans lequel on liste en disant « Vous allez sortir, n'oubliez pas de faire attention à entretien, ménage, renouvellement du mobilier s'il y a eu des dégâts, des trucs comme ça, refaire les joints. En général, c'est remplacer tout ce qui est cassé. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant d'arriver dans un appart et de voir tout faire, le ménage, remplacer des trucs, etc. Donc on essaye de sensibiliser à outrance les locataires avant qu'ils partent sur ce qu'ils doivent faire avant de partir, pour rien qu'on retienne. Parce que finalement, retenir quelque chose, c'est que des emmerdes. Parce que lui, il ne va pas être content parce que vous allez retenir. Vous, il va falloir que vous tapiez faire des courses, faire le ménage, faire le machin et tout. Donc c'est chiant. Donc plus il est informé sur ce qu'il doit faire, plus vous avez de chances qu'il le fasse. Donc ça, c'est important. Donc on essaye toujours d'informer un maximum avant qu'il sorte. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toujours contact avec lui. En disant, voilà, vous allez partir tel jour, on proratise le loyer. Parce que les locataires souvent sont vexés, et ils ont raison, des fois, soit c'est des prélèvements automatiques, soit c'est on appelle le loyer complet, etc. Donc bien penser à proratiser le loyer. Donc on proratise le loyer, on prend rendez-vous pour l'état des lieux de sortie, et là on fait l'état des lieux de sortie. La règle numéro 1 en état des lieux de sortie, c'est comme la règle numéro 1 en état des lieux d'entrée, c'est d'être extrêmement précis. C'est ça. Et surtout, ne dites rien au locataire. C'est-à-dire que vous ne lui dites pas ça je vais te retenir, ça je vais te retenir, ça je vais te retenir, ça je vais te retenir. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on dit on va comparer l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Vous avez 1 mois pour rendre la caution. D'accord ? Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on ne dit rien, parce que potentiellement, on ne sait plus ce qui s'est passé il y a 3 ans dans l'état des lieux d'entrée. Et on a besoin de comparer. Et pour ça, il y a besoin de se poser, de comparer les photos, etc. etc. Et ça, on ne peut pas trop le faire dans l'état des lieux. On n'a pas le temps, en général. Voilà. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on relève tous les points. On dit parfois, attendez, là, il y a les joints, voilà, il va peut-être, voilà. On repère en disant, là, il y a des taches sur le canapé, là. Mais on ne dit jamais combien ça va lui coûter et quel va être l'impact. Parce qu'on ne sait pas, en fait. Exact. Et il n'y a rien de pire de s'engager sur là il y a des joints, ça va vous coûter 50 €. Finalement, vous trouvez quelqu'un, mais ça coûte 150 € de changer les joints. Donc il n'y a rien de pire que avoir dit un montant et finalement revenir dessus. C'est clair. Donc on repère, on identifie avec la personne, là il y a ça, il y a un rideau qui est cassé, il y a le four qui ne marche plus, etc. Donc on repère, on note, mais si la personne nous demande, mais vous allez en retenir combien, machin, etc., on ne dit jamais. On dit, écoutez, de toute façon, il faut qu'on regarde, il faut qu'on fasse faire des devis, qui a besoin de faire des devis. Donc, on ne peut pas répondre tout de suite. Et il ne faut pas répondre. Et il ne faut pas répondre tout de suite, parce qu'après, vous vous engagez. Et si vous vous rendez compte a posteriori qu'en fait, c'est 2 fois ce que vous aviez dit, c'est compliqué de revenir dessus. C'est clair. Et du coup, vous avez 1 mois pour rendre la caution. Et vous devez normalement justifier par des factures de ce que vous retenez sur le dépôt de garantie. Donc voilà, il faut fournir les factures. Donc quand vous retenez, vous versez au bout d'1 mois ce qui est resté sur le dépôt de garantie si vous avez retenu au locataire. Ok, intéressant. Donc voilà pour une sortie classique. Super. Et quand tu reçois le recommandé à l'agence, tout de suite vous remettez du coup le bien en location? Ah ouais, nous c'est systématique. L'idéal, c'est d'arriver à relouer avant même que la personne soit partie. Voilà, c'est ça. Comme ça, on est tranquille. Et ça nous arrive de faire le même jour
l'état des lieux d'entrée et de sortie. Voilà, ça Alors c'est là, magnifique. c'est un bonheur. Voilà, tu te déplaces qu'une fois, et le même jour, tu fais les deux. Et en plus, l'appartement, il est frais dans ta tête. Oui, c'est ça. Et tu as zéro vacances locatives. Et tu as zéro vacances locatives. Ouais. Donc ça, effectivement, c'est très important. Et ça fait aussi partie du devoir du locataire qui, pendant ce préavis-là, doit... Il a mettre à l'obligation de vous laisser disposition. accès, alors selon ses contraintes. Bien sûr. Horaire, évidemment, s'il sûr. travaille, etc. Selon ses contraintes, il doit vous laisser la possibilité de visiter. Ouais. Donc ça, c'est important. Nous, ça nous est beaucoup arrivé sur des locataires ou des colocataires qui sortaient, qui avaient apprécié le séjour et qui vendaient l'appartement à notre place aux futurs locataires. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est super. Ouais, ça, c'est super. Excellent. Ok, donc là, on voit que la boucle est bouclée. Maintenant, on va faire des cas un peu spécifiques avec la fin de bail. Comment sortir un locataire, grosso modo? Alors souvent, ça, c'est ce que les gens nous demandent en disant, bah voilà, je mets mon appart en location, mais si je veux le récupérer, comment ça se fait? Ouais, c'est ça. Et il y a un biais là-dessus où les gens ont l'impression que c'est plus facile à sortir quelqu'un sur un meublé qu'un non meublé, un vide. En fait, non. Les critères sont similaires. Ok. Pas exactement pareils, mais similaires. Ok. Globalement, si vous voulez récupérer un appartement qui était en location nue, Ouais. et effectivement, la location nue est un bail triennal, c'est-à-dire que vous ne pouvez le faire que tous les 3 ans. Ouais. D'accord ? Donc il faut 6 mois à l'avance envoyer un recommandé et vous informer le locataire, en location nue, on commence par la location nue, vous informez le locataire que vous souhaitez vendre. Si vous souhaitez vendre en location nue, il a la primeur sur l'acquisition du bien. Bien sûr. Donc vous devez l'informer des conditions de vente, notamment du prix. Ouais. Et s'il vous dit top là, ça m'intéresse, vous devez lui vendre. Exactement. Donc c'est là où il faut faire attention si j'en sais rien, vous voulez sous-estimer la valeur de votre bien pour le vendre à un pote à un pote ou une famille ouais. ou un truc comme ça, et que le locataire dit ah bah top là, à ce prix-là je prends, là vous êtes coincé. Donc le locataire a la primeur sur l'acquisition du bien. Exactement. Et s'il y a une négociation aussi. Alors effectivement, s'il y a une négociation et s'il y a une baisse de prix, Exactement. c'est-à-dire que même chez le notaire, vous discutez un peu le bout de gras et vous baissez le prix, vous devez informer le locataire de la baisse de prix. Et il a toujours la primeur. Exactement. Donc s'il y a baisse de prix suite à discussion, potentiellement le locataire peut re-rentrer dans la course alors qu'il vous avait dit non initialement. Ouais. Il a 2 mois pour répondre. En disant bah oui ça m'intéresse, non ça m'intéresse pas. Si jamais il dit oui et qu'il souhaite faire un prêt, les 2 mois passent à 4 mois. Ok, parce qu'il fait le temps de financement. Bien sûr. C'est classique. Donc ça c'est une des premières raisons de vendre et d'arrêter la location, c'est le congé pour vente. Ok. S'il dit non, vous vendez après à qui vous voulez. La deuxième raison, c'est la reprise pour usage personnel. Oui. Alors, sachant qu'avant, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, maintenant c'est très restrictif, donc c'est soit conjoint, soit ascendant, soit descendant. Voilà, c'est très proche. Ouais. Voilà. Donc c'est enfant, grands-parents, enfin coparents, Ouais. moi et mon conjoint. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas louer aux cousins, ça marche pas. C'est vraiment personnel, voilà. Donc le cercle familial direct. Ouais. Voilà, mais bon, ça sinon ça peut marcher. Et le dernier point, c'est motif légitime et sérieux. Par exemple, des impayés à répétition. Oui. Par exemple, de la sous-location non déclarée. Ouais, interdit. Ouais. Je vous ai parlé à l'état des lieux de l'assurance. L'assurance, un manque d'assurance, un défaut d'assurance, peut être un motif légitime et sérieux. Intéressant. Donc tous les ans, il faut redemander l'attestation d'assurance, et si jamais il ne vous la fournit pas et qu'il n'est pas assuré, potentiellement, ça peut être un motif légitime et sérieux. Ok. Il peut y avoir aussi, par exemple, des gros travaux dans l'immeuble, où l'immeuble est insalubre, etc. Ouais. Ça peut être un motif légitime et sérieux de fin de contrat de location. Okay. Donc ça, c'était pour le nu. Et pour le meublé, on garde les 2 mêmes critères qui sont motif légitime et sérieux, c'est les mêmes. On regarde la reprise pour usage à titre personnel, c'est le même. La seule différence, c'est sur la reprise pour vente. Ok. Où là, la reprise pour vente, le locataire n'a pas la priorité sur l'acquisition du bien. Donc c'est quand même une nuance qui est non négligeable. Oui, c'est clair. Donc c'est très important. Et l'autre point, c'est que c'est tous les ans. Donc c'est pour ça que souvent on se dit ouais, je peux le reprendre quand je veux. Non, c'est pas vrai. C'est plus facile que sur du nu, parce que c'est pas tous les 3 ans, mais c'est tous les ans. Et vous pouvez vendre à quelqu'un d'extérieur sans que le locataire ait la primeur. Donc ça fait quand même des nuances non négligeables, mais il ne faut pas croire qu'à l'échéance d'1 an, vous pouvez vous débarrasser d'un locataire. C'est pas possible. Ok. Il y a quand même, faut rentrer dans ces 3 critères-là. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, comment sortir. Alors ça peut être intéressant pour des gens qui soit souhaitent investir, par exemple, pour à l'avenir mettre leur enfant. Oui. Voilà, j'investis près d'une université pour mettre mon enfant plus tard quand il sera vieux, ou je souhaite donner à mes enfants plus tard pour qu'ils puissent habiter dedans. Ça peut être des critères sur choisir le nu, le meublé, etc. Et les critères pour sortir quelqu'un, c'est ça. Ok, intéressant.
Bah super, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Pas de souci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, même de sujets de vidéo, ça pourrait être très intéressant aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à la liker. N'hésitez pas à regarder dans la description pour retrouver le lien de B2Bet si ça vous intéresse d'investir et de faire un investissement immobilier clé en main ou même de confier la gestion locative à B2Bet. Et n'hésitez pas aussi à regarder toujours pareil dans la description. Toutes les formations sont éligibles au CPF et vous pouvez y accéder sur les liens ci-dessous. Sur ce, je vous dis à très vite. Merci encore Jean. Pas de souci, merci à vous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.